Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais filmé la vidéo de cette semaine. Dans ma dernière vidéo, j'avais dit que j'allais faire une vidéo sur ma première session de doctorat, comment ça s'est passé. Et j'ai filmé la vidéo le week-end dernier, j'ai commencé à la monter, puis j'ai pas du tout aimé le contenu de la vidéo. Et ce qui s'est passé, c'est que cette session, j'ai un cours de séminaire doctoral où on a une professeure qui nous aide à définir notre identité de chercheur. C'est un cours pour préparer l'examen 1 de doctorat. L'examen 1, c'est l'examen qui sera sur toute la partie problématique de votre sujet de recherche. Et donc, en fait, on avait deux lectures à faire cette semaine. Et quand j'ai commencé à lire, on avait deux lectures à faire, puis commencer à rédiger notre journal de bord de chercheur. Donc, je commence à lire, puis je me dis, mais en fait, c'est de ça dont j'ai envie de parler cette semaine, dans ma vidéo de cette semaine sur ma chaîne YouTube. Et en plus, la professeure a dit, soyez créatifs. Vu tout le mal que je me suis donné à cacher à mes collègues au travail et à mes camarades de classe que j'avais une chaîne YouTube, je me suis dit, c'est peut-être le moment de briser la glace. Donc voilà. Puis j'ai lu les deux lectures. Puis ça a fait écho avec toutes les réflexions que j'ai eues en amont de mon doctorat. Puis je me suis dit, je vais faire une vidéo sur qu'est-ce qu'il faut savoir avant de commencer à faire un doctorat. Et, euh, et donc, ça va être le sujet de la vidéo de cette semaine. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue, donc je ferai certainement cette vidéo sur la première lecture, puis peut-être la deuxième lecture dans une autre vidéo. Et donc, cette première lecture, le titre, c'est « Et si le doctorat était une belle aventure ?» de Jean-Pierre Delaurier. Je vous mettrai les références de la lecture dans la description de cette vidéo. Je pense qu'elle est très intéressante. Et elle pose vraiment les bonnes questions. Et la première chose qui m'a frappée dans cette lecture, c'est la question de... Parce qu'avant de commencer un doctorat, on se pose toujours la question de est-ce que le doctorat, c'est pour moi? Et donc, beaucoup de gens vont se dire que il faut être très intelligent pour faire un doctorat, mais en fait, l'auteur explique dans ce document que le doctorat, c'est pas une course, c'est un marathon. L'intelligence ne suffit pas. Il y a beaucoup de travail à faire. Et donc, finalement, le doctorat, ce n'est pas pour les plus intelligents. C'est c'est pour les plus courageux. Et je suis d'accord avec cette réflexion. Parce que finalement, c'est tout le travail en continu. Le doctorat, c'est long. C'est plusieurs années de travail, donc plusieurs années d'investissement. Il faut vous poser la question de est-ce que vous serez OK à aller dans ce sens-là pour moi. Et que une personne très intelligente peut commencer un doctorat et ne jamais le terminer. Une personne pas très intelligente, mais super motivée, très passionnée par son sujet de recherche, peut aller au bout de son doctorat. Donc, je pense que c'était ça l'idée derrière, et je pense il est important de le dire. Donc, c'est plus pour ceux qui pensent qu'ils sont intelligents, ils vont pouvoir faire un doctorat et aller au bout, pas nécessairement. Ça demande beaucoup plus de choses. Et la deuxième réflexion, il n'y a pas d'études doctorales sans renoncement. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir avant de commencer à entrer dans ce parcours doctoral. Il y a les renoncements en termes de temps, parce que bon, vous allez avoir évidemment moins de temps pour votre famille, pour vos amis, il faut le savoir et il faut être OK avec. Et le deuxième point, la partie financière. La partie financière, c'est vraiment très, 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 très important. Et c'est pour ça que dans ma précédente vidéo, j'expliquais que c'était important pour moi d'être résident permanent au Canada avant de commencer à faire un doctorat parce que je ne voulais pas être limitée par le fait de devoir travailler uniquement. Je crois que les étudiants internationaux ont le droit de travailler juste 24 heures par semaine. Si je ne me trompe pas, je vérifierai cette information. Et donc, déjà, ça limite ton temps de travail. Et et en plus, un doctorat, c'est pas comme un diplôme classique, c'est pas comme un bac ou une maîtrise. Donc, il y a beaucoup plus de travail personnel. Donc, ce qui veut dire que, oui, vous serez peut-être autorisé à travailler 24 heures par semaine, mais peut-être que votre charge de travail ne vous permettra même pas de faire ça. Euh, donc, sachant que les bourses sont compétitives, donc il faut être très bon et avoir de très bonnes notes pour pouvoir avoir de bonnes subventions. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut savoir. Donc, ça veut dire qu'il faut être impliqué dans le travail. Et en fait, c'est paradoxal parce que il faut bien travailler pour avoir de bonnes notes, pour avoir des bourses. Euh, et donc, pour bien travailler, vous allez devoir euh, accorder plus de temps à vos études et moins de temps euh, au travail à l'extérieur que vous faites. Et ce travail-là vous rapporte de l'argent. Donc, en fait,
c'est des arbitrages à faire. C'est vraiment des arbitrages à faire. Pour moi, je vais vous partager mon expérience là-dessus. Moi, j'ai voulu faire un doctorat par passion. Et d'ailleurs, le livre explique, selon le livre, je fais partie des doctorants non traditionnels. On en parlera un peu plus dans cette vidéo plus tard. Mais donc, ce que je dis, c'est que le choix que moi j'ai fait, c'était que, ok, moi je veux travailler et faire le doctorat en parallèle. Parce que à ce doctorat, je n'accroche pas d'objectif de il faut absolument que j'ai terminé ce doctorat en 3 ans. Il faut absolument que j'ai terminé ce doctorat en 4 ans. J'ai eu cette réflexion-là et je suis OK avec. Si je dois faire ce doctorat en 6 ans, je le ferai en 6 ans. Mais je travaillerai à côté. Parce que c'est quelque chose que je fais par passion de 1 et je ne me destine pas à être enseignant-chercheur plus tard. Donc en fait, le travail que je fais en parallèle de ce doctorat est très important pour moi parce que je commence à construire finalement ma carrière en parallèle du doctorat. Et la deuxième chose, c'est qu'il était très important pour moi que ce travail soit en lien direct ou étroit avec mon sujet de recherche. Ça te permet de ne pas... ça te permet de ne pas courir et te gratter les fesses en même temps. Parce que c'est hyper difficile. Psychologiquement, ça peut être très difficile. Donc moi, j'ai choisi vraiment de me concentrer sur la recherche d'emploi dans le domaine de l'éducation et principalement dans les politiques éducatives. Je me suis dit, ok, mon sujet de doctorat sera peut-être concentré sur l'Afrique, mais si j'ai un travail dans les politiques éducatives, même si c'est dans le contexte canadien qui est différent du contexte que je connais en Afrique, il y a quand même beaucoup de synergie entre mon sujet de recherche et mon travail. Plus il y a de synergie entre votre travail et votre sujet de recherche, plus vous vous porterez mieux. Parce que vous n'aurez pas l'impression de courir entre deux vagues constamment. Et pour vous dire, ça m'a énormément aidé. Pendant ma première session, j'avais un cours de méthodologie de recherche qualitative en éducation, et j'ai pu justement choisir un sujet qui était en lien direct avec mon travail. Donc, ce qui fait que j'avais pu faire des choses intéressantes, j'avais pu vraiment faire une vraie mini-recherche où j'ai fait de la collecte de données, où certains de mes collègues dans des ministères pour le gouvernement ont accepté de participer à mon étude. Et donc, j'ai travaillé pour mon cours, mais sur des sujets qui étaient intéressants pour mon travail, et j'ai pu faire intervenir des collègues de travail. Donc, vous voyez à quel point c'est important. Et ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment anticipé. Dès le départ, je me suis dit, c'est très important pour moi qu'il y ait de la synergie parce que je ne veux pas avoir l'impression de courir tout le temps. Et donc, la première chose dont je parlais, définissez votre objectif, l'objectif que vous poursuivez en faisant vos études doctorales, et soyez OK avec. Si vous vous fixez l'objectif de finir un doctorat en 4 ans, sachez que vous allez devoir être potentiellement à temps plein dessus pendant 4 ans. Sachez que votre revenu va baisser parce que vous n'allez pas pouvoir, et ça je le dis principalement pour en fait c'est valable pour tout le monde, que vous soyez résident permanent canadien ou étudiant international, mais principalement pour les étudiants internationaux parce qu'eux ont déjà d'emblée cette limitation de nombre d'heures où ils peuvent travailler. Et ensuite, ben, pour ceux qui sont résidents permanents, tout ça, s'il n'y a pas une certaine synergie entre votre travail et les études doctorales que vous faites, s'il n'y a pas une certaine flexibilité pour le faire, vous allez peut-être devoir vous mettre à temps partiel, même si vous avez le droit de travailler à temps plein. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Moi, j'ai la chance d'avoir un travail où je suis en full télétravail tout le temps. Je télétravaille tout le temps. Et j'ai la chance d'être inscrite à un programme doctoral qui est quand même assez flexible parce que c'est un programme qui est en ligne. La plupart des cours sont à partir de 16h30 l'après-midi. J'ai la possibilité de jongler les deux. Je ne suis pas en train de courir dans le métro parce que je viens de finir le travail, je dois courir à l'université pour aller en cours. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Si vous n'avez pas autant de flexibilité, peut-être réfléchissez bien à votre projet. Et donc ensuite, pour enchaîner sur le deuxième sujet, je ne sais même pas si j'ai terminé avec ce sujet. Non, je n'ai pas terminé avec ce sujet. Il y a l'auteur dans son ouvrage fait une réflexion sur la retraite. Et ça, c'est quelque chose que j'y avais même pas pensé. Mais c'est important d'y penser parce que vous travaillez moins, alors vous cotisez moins pour la retraite. Donc sachez que le nombre d'années que vous allez faire en doctorat et le nombre d'années que vous allez devoir travailler moins, ben, vous allez cotiser moins. Ce qui fait que les impacts, ce n'est pas uniquement sur votre revenu immédiat, c'est aussi sur la retraite et c'est important de le savoir. Et donc ensuite, je voulais faire la transition sur le deuxième point que je voulais aborder quand l'auteur a dit qu'il y a des doctorants traditionnels et des doctorants non traditionnels. Ce qu'il appelle doctorants non traditionnels, en fait, c'est du coup ceux qui travaillent à temps plein, qui font potentiellement leur doctorat à temps partiel, peut-être à distance. Du coup, ce qui fait que ces gens ont moins d'interaction avec les professeurs, moins d'interaction avec les étudiants, donc finalement moins d'interaction dans le domaine de la recherche.
ce qui peut avoir aussi un impact sur votre avancement dans votre parcours doctoral. Et, euh, et donc, moi, je me retrouve dans cette situation-là. Et donc, il explique que bah, ce sont peut-être des gens qui peuvent être isolés parfois. Moi, je ne me sens pas isolée, mais c'est peut-être parce que j'en suis qu'à ma deuxième session. Donc, ce n'est pas une experte qui est en train de vous parler. C'est peut-être aussi parce que j'en suis qu'à ma deuxième session. Mais oui, cette réflexion de finalement que ces étudiants ont moins d'interaction avec les autres étudiants et avec les professeurs et que ça a un impact sur la recherche, je trouve que cette réflexion est très juste. C'est très juste, il faut aussi en avoir conscience avant de commencer un parcours doctoral atypique. Euh, il faut en avoir conscience. Il faut le savoir et il faut s'organiser en conséquence. Il faut essayer de participer le plus possible dans les travaux de groupe, avoir le plus d'interactions possible avec vos collègues, que ce soit, même si c'est par Teams à l'Université Laval, on a la chance d'avoir Teams où on peut être en contact de manière constante et ne pas hésiter aussi à vous réunir avec les étudiants finalement qui sont aussi à distance comme vous. Moi, par exemple, la session passée, j'avais un groupe de travail avec aussi. Il y avait un étudiant dans un de mes groupes de travail aussi qui était à Toronto. Et encore cette session, j'ai aussi un cours où il y a une étudiante qui est à Toronto. Donc en fait, n'hésitez pas à vous rassembler. Si vous êtes un petit groupe et que vous êtes dans la même localité, n'hésitez pas à vous rassembler pour échanger. Ça ne va pas compenser le fait de ne pas être à l'université avec les autres, mais ça peut vous permettre de vous en rapprocher un petit peu. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut savoir. Et ensuite, l'organisation. Parce que du coup, pour ces étudiants atypiques qui travaillent qui étudient en même temps, l'organisation, c'est la clé. L'organisation, c'est la clé pour ne pas perdre la tête et savoir pourquoi, en fait, ce doctorat, c'est aussi la clé. Et pourquoi je parle d'organisation en premier, c'est parce que si vous travaillez à temps plein, vous avez des exigences au travail. Vous avez les cours à côté, vous avez des exigences. Vous avez des lectures que vous devez faire, vous avez des devoirs que vous devez rendre. Et en fait, moi, ce qui m'a permis de m'organiser, c'est que déjà, je suis à distance. Donc ça, c'est très bien, que ce soit pour le travail ou pour les études. Et ensuite, j'essaye d'organiser ma semaine entière. C'est plus facile de suivre un rythme quand vous faites la même chose toutes les semaines. C'est plus facile. Comme ça, le moment où vous devez faire une tâche, vous procrastinez pas parce que vous savez que vous devez la faire. Faites-vous un emploi du temps. Moi, par exemple, dans la semaine, je prends 2 cours chaque session. Donc, c'est 2 jours de la semaine où je fais des journées de 8h30 à 19h30 le soir. Donc ça, ces jours-là, en général, après les cours, mon cerveau ne fonctionne plus. Donc ces jours-là, je ne vais pas faire autre chose après parce que c'est complètement impossible. Maintenant, ça, c'est 2 jours dans la semaine et 3 autres jours dans la semaine, je travaille à temps plein, mais je finis à 16h30. Donc, je n'ai pas cours ces jours-là. Mais je fixe quand même ces créneaux-là pour faire quelque chose. Alors, j'essaye de définir mes tâches en fonction de qu'est-ce qui me prend le plus en termes de réflexion et de concentration et qu'est-ce qui est plus léger. Donc, quand j'identifie des tâches qui sont un peu plus légères, je les fais en général ces soirs-là, après le travail, parce que c'est plus simple. Et, et je suis un petit peu fatiguée, pas trop, et donc je peux me concentrer sur ça. Ça, c'est typiquement s'il faut faire, par exemple, des travaux de groupe. Ça, c'est les horaires où je vais proposer à mes collègues, à mes classmates, de faire des réunions pour échanger sur comment on veut organiser le travail. Donc ça, c'est typiquement ce que je fais. N'oubliez pas qu'il y a cette chaîne YouTube aussi. Donc quand je dois monter des vidéos YouTube, c'est principalement ces soirs-là que je le fais parce que ça ne me prend pas autant de réflexion. Et donc, ce qui fait que finalement, mes week-ends sont organisés exactement de la même manière que mes journées de semaine. Ce pas des journées où je m'autorise à dormir jusqu'à midi le matin. Je suis réglée comme une horloge le samedi et le dimanche. Parce que c'est là où, si j'ai des lectures à faire, si j'ai des travaux pour les cours qui nécessitent beaucoup de concentration, c'est là où je vais les faire. Donc, samedi à 9h du matin, je suis assise à mon bureau. Dimanche à 9h du matin, je suis assise à mon bureau. Vous pouvez faire aussi, vous n'êtes pas obligé de vous lever à 7h30 ou à 8h comme vous le feriez si c'était des jours de travail classiques. Vous pouvez dormir un peu plus le matin, mais sachez quand même organiser vos journées. Dites-vous, ok, tel jour, telle heure, je fais ça. Tel jour, telle heure, je fais ça. Et c'est comme ça que j'organise mes journées. Et le week-end, c'est toujours le matin que je travaille sur mes cours. Parce que c'est là où je suis le plus productive, c'est là où je suis le moins fatiguée. Et donc, c'est comme ça que je m'organise. C'est comme ça que je me suis organisée pendant ma première session. Et c'est comme ça aussi que je m'organise pour cette deuxième session.
Donc voilà. Et pourquoi je dis qu'il faut avoir un pourquoi, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous allez être fatigué, à chaque fois que vous allez être dans un état d'esprit de mais pourquoi je m'inflige ça, il va falloir que votre pourquoi vous rappelle et vous remette dans la ligne en fait. Et ça c'est hyper important. Parfois, je me pose la question. Et encore, je suis qu'à la deuxième session du doctorat. Parfois, j'ai des semaines très chargées au travail et j'ai cours après. Et donc, parfois, après les cours, je me dis, mais pourquoi j'ai décidé de m'infliger ça? Et je me rappelle pourquoi je le fais. Et je me dis, ok, bah, voici la raison pour laquelle je le fais. Et, et c'est important et ça vaut le coup. Donc, il vous faut ça. Si vous n'êtes pas capable, si vous vous posez la question de pourquoi vous vous infligez ça et que vous n'êtes pas capable de répondre, là, je pense que ça peut être problématique pour l'avancement de votre recherche. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. J'espère que j'ai rien oublié. J'ai eu raison, la vidéo fait déjà plus de 18 minutes, donc je vais pas, je vais pas parler de la deuxième lecture dans cette vidéo. Peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, mais voilà. Donc réfléchissez bien aux implications de choisir de faire un doctorat. Réfléchissez bien à ce que vous pensez que vous pouvez supporter, à ce que vous pensez, euh, à ce qui est important pour vous, à ce à quoi vous pouvez renoncer ou pas, et voyez si ça match avec avec le doctorat, tout simplement, avant de décider de faire un doctorat. Et quelque chose que je voulais rajouter, c'est que euh, vous avez le droit de choisir de faire un doctorat et d'être un étudiant en droit traditionnel. Ne remettez pas en question la pertinence de votre doctorat pour cette raison-là. Votre pourquoi, peu importe ce que c'est, est juste. Et vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous choisissez de faire un doctorat pour X raisons et que ça fonctionne bien et que tout se passe comme prévu, c'est tant mieux. Et c'est très bien. Maintenant, si vous choisissez de ne pas faire votre doctorat parce que quelqu'un vous a dit que si, parce que la société veut vous emmener vers là, parce que oui, en fait, telle personne a dit que ça ne matche pas avec le travail que je fais, telle personne a dit ça, personne a dit ça, vous renoncez à faire un doctorat, pas pour vous-même, mais pour autre chose. Et peut-être 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, un jour, vous allez vous asseoir et vous allez vous dire, et si je l'avais fait? Et ça, c'est pour moi, ça, c'est la pire chose qui puisse m'arriver dans la vie. Ça, c'est la pire chose qui puisse m'arriver dans la vie. C'est OK de commencer un doctorat pour une raison. C'est OK plus tard, si dans votre parcours doctoral, vous décidez que OK, c'est pas fait pour moi. Je préfère ce scénario-là à abandonner pour des raisons qui ne sont pas les miennes et à regretter plus tard. Si vous commencez le doctorat et que vous vous rendez compte que c'est pas pour vous et que vous abandonnez, c'est OK. C'est OK et vous savez pourquoi? Parce que vous n'allez plus jamais repenser faire un doctorat. Plus jamais vous n'allez repenser faire un doctorat parce que vous avez commencé et vous avez décidé que c'est pas fait pour vous et vous avez arrêté. Mais si vous ne le faites pas et que plus tard, vous vous dites, et si je l'avais fait, là, c'est compliqué. Parce que quelque part dans votre tête, vous allez toujours avoir envie de le faire. Et ça sera comme quelque chose que vous avez raté dans votre vie. Donc, je vais terminer cette vidéo sur cette réflexion-là. Peu importe la raison pour laquelle vous avez choisi de faire un doctorat, sachez que la raison, elle est juste. Cette raison va vous mener à terminer votre doctorat ou cette raison va vous mener à ne pas la terminer. Mais quelle que soit l'issue, à la fin, l'aventure sera complétée. Ce sera fini. Il n'y aura plus de et si je l'avais fait, et si, mais avec des si on refait le monde. Donc voilà. Donc je termine cette vidéo sur cette réflexion-là. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. J'espère que ça vous fera réfléchir sur pourquoi vous voulez faire un doctorat, vous, de votre côté. Que j'espère que ça vous aidera. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ah oui, 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 j'ai oublié. C'est la première vidéo que je filme en 2026. Pas la première que je poste, mais la première que je filme. Donc, je vous souhaite une très belle année 2026. J'espère que ce sera pour vous une année de réussite, que ce soit dans le personnel, dans le professionnel, dans les études. Euh, donc voilà. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo comme d'habitude. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, les gars, parce que 80% des gens qui regardent ma vidéo ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.